Les experts de l'IMO, le débat. Et on part pas bien loin parce qu'on parlait de construction. Alors là, on va parler de plus petite échelle. On va parler des maisons. Bonjour Damien Errand, président de Mikit. Bonjour Marie. Et bonjour David Millet, CEO et cofondateur de Ville Vivante. Bonjour. Bon, vous êtes tous les deux là pour qu'on parle maison. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte que finalement notre thématique, elle partait pas bien loin sur cette histoire d'artificialisation des sols, etc. Bon, là, on parle vraiment de logement individuel, de la maison. D'abord, j'ai une première question, un peu d'actualité. Damien, forcément, je vous pose la question parce que ça fait quasiment un mois que notre cher et tendre prêt à taux zéro est revenu pour ceux qui font construire leur maison. Est-ce que vous sentez chez vous, dans votre entreprise, un frémissement lié à ce retour du prêt à taux zéro que vous appeliez tous, constructeurs de maisons, évidemment très très fort? Alors, on l'appelait effectivement très fort. Il faut quand même avoir en tête que le marché de la maison individuelle, du point de vue de la demande, c'est-à-dire de l'envie des gens d'habiter dans une maison individuelle et de construire une maison individuelle, elle a jamais faibli en fait. Ce qui avait faibli, c'était la capacité des ménages de pouvoir accéder avec la conjonction de deux éléments, les taux qui avaient monté effectivement de façon très importante, et puis les coûts de construction qui ont explosé ces 2-3 dernières années. C'est grosso modo 25% de baisse du pouvoir d'achat immobilier de construction neuve qu'ont subi les ménages. Et les pouvoirs publics avaient pris la décision justement de retirer un des dispositifs essentiels qui permettait à beaucoup de ménages d'accéder à la propriété, c'était le prêt à taux zéro. Donc ça veut dire baisser en fait le taux d'intérêt moyen, si je peux l'exprimer comme ça, du projet immobilier. Et ils avaient pris cette décision au moment où les taux en fait étaient les plus hauts. Bon, donc c'est une décision complètement procyclique, brillantissime. Ils ont tout compris au logement. Bon, heureusement ça a changé depuis. Les interlocuteurs au ministère également ont changé depuis. Et effectivement, la dynamique est véritablement en train de s'inverser. Oui, là vous sentez quand même qu'il y a des acheteurs qui rappellent ou que vous rappelez de vous-même parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'eux il y a encore un mois et demi et que là, ça y est, de nouveau, ils peuvent potentiellement acquérir leur logement. Exactement, en fait, l'impact du prêt à taux zéro, ça dépend des ménages, ça dépend du projet, ça dépend de la composition de famille, mais on parle en dizaines de milliers d'euros de pouvoir d'achat. Donc c'est pas rien en fait, c'est ce qui permet de faire passer un projet d'une phase dossier à un chantier réellement. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la maison individuelle. David, je connais votre fibre écolo. Est-ce que c'est un non-sens écologique de faire construire sa maison aujourd'hui ? Je pense pas, bien au contraire. Il y a le premier grand sujet, celui qui a été voté une première fois avec cette fameuse loi du zéro artificialisation nette. Il est en train d'être redébattu pour savoir s'il faut l'assouplir. Je pense que vous avez suivi ça. Oui. Peut-être ça pourrait s'appeler la loi Trace. Moi, je pense qu'on est en train de se tromper de débat. Le ZAN correspond à la demande des Français, c'est-à-dire que les Français souhaitent un jardin, ils souhaitent vivre dans une maison, mais ils souhaitent aussi vivre dans des lieux qui sont bien situés. Bien situés, ça veut dire deux choses. Ça veut dire proche d'un bassin d'emploi, proche des commerces, des équipements, des services, des transports en commun, et parfois proche de la montagne ou du littoral. Et en fait, ces endroits, ils sont déjà habités. Ils sont déjà urbanisés. Bien sûr, ils sont déjà urbanisés. Les meilleurs emplacements ont déjà été pris. Et donc, le grand sujet, c'est pas tant de pouvoir continuer à faire de l'étalement urbain, un petit peu ou un petit peu plus, un petit peu moins, avec un calendrier d'ici 2030-2050. Je pense que le gros sujet, c'est d'autoriser la densification. Et si on regarde nos possibilités de densification, c'est-à-dire venir habiter là où la ville a déjà commencé à se développer, la maison individuelle est sans doute le meilleur candidat pour venir densifier. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez bien, vous avez quelques friches, quelques grandes dents creuses dans lesquelles on peut encore faire des grandes opérations. Et puis ensuite, la plupart du foncier, il appartient à des particuliers. Et c'est des petits terrains qui ont été construits il y a 50 ans, il y a 30 ans. Ils font 1000 m², 800 m², 700 m². Vous ne pourrez pas y mettre un immeuble la plupart du temps. Mais par contre, une deuxième maison, une troisième maison, ça vous pourrez. Et donc, contre toute attente, c'est vrai que la maison a été le facteur principal d'étalement urbain ces dernières décennies, c'est clair. Mais le paradoxe, c'est que pour densifier, sans doute que c'est notre meilleur outil, parce qu'en fait, une maison, c'est petit, ça peut se glisser dans un petit terrain, ça se glisse partout. Et donc, on a potentiellement vraiment une abondance de terrain à bâtir, si on le veut, pour redonner les clés de l'accession à la propriété quasiment à tout le monde et non plus à certaines personnes ou à certains privilégiés comme c'est en train de le devenir aujourd'hui. Damien, la localisation géographique, c'est important quand même. Vous voyez que vos clients, ils veulent construire leur maison où ? Mais on nous a toujours, et je rebondis sur ce qui vient d'être évoqué, on nous a longtemps dit, les pouvoirs publics nous ont dit, vous construisez des maisons perdues au milieu de la campagne, là où personne ne veut habiter.
Si c'était le cas, personne ne les aurait achetées, ces maisons. Donc aujourd'hui, effectivement, la demande, c'est quoi? C'est d'habiter idéalement proche des commerces, proche des écoles. Ça, c'est important. Quand on habite dans une maison, souvent, on a des enfants. C'est pour ça qu'on veut de l'espace et qu'on veut un bout de jardin à l'extérieur. Et donc, ça ne veut pas dire habiter au milieu de rien, en fait. Et donc, effectivement, il y a un véritable gisement, en fait, foncier qui existe au travers des parcelles, donc des terrains qui sont déjà construits, qui ont été, alors c'est vrai, construits sur des terrains qui étaient de grande taille, parce que pendant très longtemps, et même encore dans beaucoup de communes aujourd'hui, on impose aux constructeurs, au travers des règlements d'urbanisme, l'obligation de construire sur des terrains de grande taille, à travers tout un tas de petits paramètres d'éloignement par rapport aux limites du terrain. On n'a pas le droit de construire à moins de 5 mètres ou à moins de 3 mètres, c'est ce qu'on appelle les règles de Prospect. Ou alors, il y avait des coefficients en fait qui nous obligeaient et qui nous interdisaient de construire plus que X% de la surface du terrain. Et donc, dès que ces règles sont revues, la densification, ce qu'on appelle la densification douce, elle opère. Pourquoi? Parce que les propriétaires des terrains, en général, ils sont contents de récupérer une valeur importante foncière qui dort, qui leur permet soit de donner à leurs enfants, par exemple, ou de préparer un autre projet. Et puis également, d'un point de vue acceptation, on entend rarement les constructeurs se plaindre de procédures de retrait de permis de construire, en fait, d'opposition sur le permis de construire, tout simplement parce que ce qu'on appelle la densité douce, c'est-à-dire construire quelques maisons de plus dans un quartier qui est déjà construit depuis longtemps, c'est très bien accepté. Alors que c'est vrai que si on interroge un Français, on lui dit tiens, dans votre terrain, on va mettre un immeuble, ouais. L'approche, elle n'est pas tout à fait la même. Alors c'est accepté par ceux qui vendent, c'est accepté par ceux qui achètent, les riverains, tout ce que vous voulez, mais pas par les collectivités locales. En fait, les collectivités, c'est elles qui établissent les règlements d'urbanisme via les plans locaux d'urbanisme. Et en fait, ces règlements, ils ont un peu de retard. Ils mettent longtemps à s'élaborer. Et ils traduisent parfois l'opinion de certaines personnes qui vivent il y a quelques années, il y a quelques décennies. Et en fait, les choses ont changé assez vite. Et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile de se visualiser les choses. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on construisait encore sur 1000 mètres carrés de terrain. Il y a un sondage, je crois, que vous avez fait publier le mois dernier par l'Institut Ipsos, qui interroge les Français sur la taille de jardin qu'ils souhaiteraient pour leurs besoins. Ouais. Vous avez 70% des Français qui vous répondent que 200 mètres carrés de jardin leur suffirait amplement. Quand vous partez de parcelles qui font 1000 ou 800 mètres carrés, je vous laisse compter combien de... Le nombre, Il y a 200 mètres carrés dans un jardin. Et puis vous en avez même un quart d'entre eux, 26%, qui vous disent que 50 mètres carrés de jardin, donc ça va être un patio pour mettre les vélos, prendre l'apéro, mettre les herbes aromatiques. Ou un 4 pièces à Paris, quoi. Ou un 4 pièces à Paris. 50 mètres carrés de jardin, ça leur suffirait très bien. Et en fait, le Français d'aujourd'hui, celui de 2025, il est tout à fait raisonnable. Il sait ce qu'il veut. Il veut un habitat individuel, ça veut dire en fait être tranquille, avoir des espaces extérieurs. Et il est prêt à se satisfaire de choses qu'il est capable aussi de se financer aujourd'hui. Et donc, en théorie, il n'y a plus de limite, y compris avec le ZAN, même si dès demain on arrêtait l'étalement urbain pour protéger strictement les terres naturelles, les terres agricoles, on a un potentiel qui est vraiment infini dans les jardins des habitants. Je vous donne un chiffre, il y a 20 millions de maisons individuelles qui sont déjà bâties en France, 1% de 20 millions. Donc on imagine que cette année, il y a 1% des propriétaires qui vont se mettre un petit peu de beurre dans les épinards en vendant un bout de leur terrain, ça fait 200 000 maisons chaque année. 200 000, c'est 3 fois ce qui a été fait l'an dernier. Et donc aujourd'hui, on trouve à la fois des propriétaires qui souhaitent diviser, il y en a plein, parce que le jardin est trop grand, parce qu'il est dur à entretenir. Et puis les Français qui cherchent, eux, et notamment ceux qui cherchent à accéder à la propriété, ils sont prêts à accepter des choses complètement raisonnables. Et donc on a plusieurs freins, dont un majeur qui est dans des règlements c'est pas qui n'ont pas de sens, c'est juste qu'ils sont en retard sur la réalité. Mais en retard sur la réalité, messieurs, vous allez me dire que je fais vraiment que ça, même mes week-ends, mais ce week-end, je voyais une amie et je disais, tiens, lundi, on va parler justement de division parcellaire, de l'idée de faire de la densification douce. Et elle me dit, c'est quoi la densification douce? Donc j'essaie de lui expliquer, grâce à vous notamment, David. Et elle me dit, oui, mais attends, Marie, on va retirer des jardins, donc on va retirer des espaces verts. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours ce même discours de dire, est-ce que finalement, à l'heure du réchauffement climatique,
climatique, on n'a pas besoin aussi d'avoir un peu de fraîcheur et de laisser un peu de verdure plutôt que de mettre des petites maisons partout et concrètement grappiller. Alors c'est pas de l'étalement urbain, c'est pas de l'artificialisation des sols et encore quand même, j'enlève un peu de verdure quand même. Hein. Spontanément, c'est ce qu'on se dit, non ? Est-ce que c'est pas je démarrais la question par un non-sens écologique comme beaucoup l'ont appelé, mais est-ce que c'est pas vrai un peu quand même ? Écoutez, il y a un objectif en fait de densité qui est plus ou moins maintenant qui fait consensuel. Tout le monde dit effectivement il faut arrêter de construire, d'étaler les villes et donc de construire sur des terrains qui sont trop importants. Les Français expriment aussi, et ça on arrive bientôt dans une année d'élections municipales et j'imagine qu'on va entendre parler de nouveau, que la bétonisation en fait ils en veulent plus. On entend régulièrement des promoteurs qui font des opérations de taille importante, qui se plaignent parce que les maires ne sortent plus les projets. Pourquoi ils sortent plus les projets ? Parce qu'on dit qu'un maire bâtisseur est un maire battu. Hein, et on en parlera demain d'ailleurs, figurez-vous, je tease émission de demain. Ça, c'est un vieux débat, mais c'est une réalité, c'est que de plus en plus, les Français n'ont pas envie d'avoir des grands ensembles, ils ont besoin d'avoir des choses à taille humaine. Donc à partir du moment où les Français expriment qu'ils ne veulent pas habiter entassés les uns sur les autres, il faut bien les mettre les uns à côté des autres parce qu'il y a un vrai besoin de construction de logements en France. Et donc après, c'est un arbitrage en fait qui est trouvé de savoir s'il faut construire encore plus loin sur un terrain qui va être plus loin des services, plus loin des commerces, etc. Ou au contraire, d'avoir une construction supplémentaire dans une zone qui est déjà existante, qui permet aussi régulièrement de maintenir du service en place, avec toutes ces difficultés qu'ont un certain nombre de communes de maintenir en fait une activité locale. Et puis aussi, il faut avoir en tête que les Français ont plus forcément envie de voir, ils ont vu leurs parents tondre la pelouse, tailler les haies, et voir leur jardin en fait plutôt comme une corvée que comme un avantage. Et quand la taille est réduite, en fait, on récupère plutôt l'avantage que la corvée. Tout ça conjugué à une augmentation du prix du foncier qui a été très importante ces dernières années et puis aussi qui continuera en fait d'être importante puisqu'à partir du moment où on décide de ne plus artificialiser, de ne plus étendre les villes, il y a moins de terrain disponible. Et puis il y a un vieux principe qui existe qui dit que tout ce qui est rare est cher. Et donc c'est aussi pour ça que la taille des terrains a diminué. Et ça permet de redonner de la capacité d'emprunt aux ménages et d'avoir des projets qui sont tout à fait élégants. On ne construit pas la même maison sur un terrain de 1000 m² que sur un terrain de 250 m², évidemment, d'un point de vue architecture de maison. On construit des maisons à étages, par exemple, pour donner un cas très simple. Mais il y a une vraie volonté des Français d'avoir des terrains, effectivement, de taille plus réduite, à la fois d'un point de vue usage, mais aussi d'un point de vue budgétaire. Oui, David, c'est... Plus on se rapproche du centre, plus les Français sont prêts à faire des efforts en termes de surface, soit à la surface de la maison, de l'appartement, soit à la surface du jardin. Ça veut dire que plus on construit bien situé, dans le cœur des agglomérations, moins on va artificialiser de sol. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un terrain de 250 m² bien situé, il va avoir parfois 2, 3 ou 4 fois plus de valeur qu'un terrain de 1000 m² qui est situé à 40 minutes du cœur de l'agglomération, tout simplement parce que il permet d'utiliser un petit peu moins la voiture, et aussi parce que 1000 m² de jardin, pour l'entretenir, en fait, quand vous regardez bien la valeur de biodiversité, la valeur de nature d'un terrain de 1000 m², c'est pas si évident que ça. C'est souvent de la pelouse parce que sur 1000 m², vous pouvez pas faire du détail, on va dire, mètre carré par mètre carré, alors que dès que vous baissez dans les surfaces, des gens avec 50, 100 m², 150 m² de jardin, quand vous regardez un petit peu comment ils s'occupent de cet espace, ça peut être un petit îlot de fraîcheur, mieux entretenu, avec un peu plus de jardinage, un espace dans lequel les gens vont s'impliquer pour leur plaisir et aussi pour l'entretien, pour leur passion, peut-être pour la nature. Donc vous dites c'est une idée qu'on se fait, mais qui est fausse en fait, l'idée de se dire que finalement pour la biodiversité, pour avoir ces fameux îlots de fraîcheur dans des zones qui restent urbanisées, puisque c'est le but de la densification douce, vaut mieux avoir des plus petits jardins entretenus que des grands jardins laissés à l'abandon. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Vous voyez, il y a une image qui est derrière vous, on voit très bien les choses. Il faut bien distinguer ce qui est en dehors de la ville. Et quand on est en milieu extra-urbain, la nature se porte mieux quand l'homme n'est pas là. Ouais. La nature sauvage. Moins on intervient, moins on y circule, moins on fréquente cette nature, plus la nature s'épanouit. Et puis vous avez la nature dans le milieu urbain. Et dans le milieu urbain, en fait, la nature, elle est bien. Donc elle n'est déjà pas spécialement dans un milieu favorable. Elle se porte bien quand il y a des jardiniers. Donc que ce soit dans l'espace public, les plantations d'alignement, les parcs, les jardins,
vous demandez à une collectivité, en fait, elle vous dit « Ok, je peux augmenter les espaces verts, il me faudra des jardiniers ». Et puis, dans les espaces privés, c'est pareil, il faut des jardiniers. Et c'est plus facile de jardiner 200 mètres carrés de terrain que de jardiner 1000. Et donc, oui, on peut augmenter la présence de la nature en ville, mieux la jardiner, et en même temps, multiplier par 2 ou 3 le nombre de maisons. Multiplier par 2 ou 3 le nombre de maisons, c'est enlever tout d'un coup l'espèce de chape de plomb un peu mentale que toute la jeunesse est en train de se mettre en se disant « je ne deviendrai jamais propriétaire ». Et il y a clairement une vision contre laquelle il faut se battre. Je pense que le ZAN n'est pas du tout la fin de l'accession à la propriété en maison individuelle. Il faut juste changer de voie. Donc il y avait la voie de l'étalement urbain, très bien, elle a produit ce qu'elle a produit ces 100 dernières années. Maintenant, il y en a une autre qui consiste tout simplement à diviser les terrains. Diviser un terrain, c'est hyper simple. Ça consiste à imaginer une deuxième maison à un endroit où les vues ne gêneront pas trop celui qui était déjà là, faire en sorte qu'on ne voit pas sur la piscine du voisin, faire en sorte que les accès voitures fonctionnent, que l'ensemble ait plus de valeur avec les deux maisons qu'elle n'avait avant avec une seule maison. Et comme vous regardez bien, c'est ce qui se passe, puisque plus on se rapproche des centres, plus les valeurs immobilières augmentent. Pourquoi elles augmentent ? Parce qu'en amenant des nouvelles constructions, en continuant à implanter, on a créé des espaces qui fonctionnent mieux, où la boulangerie est plus proche, où l'école est plus proche, et donc des espaces que les gens recherchent. Vous voyez. Et donc ça se passe comment ? Eh bien, il faut prendre la ville qui existe, propriétaire par propriétaire, et lui donner l'idée, ou l'aider à le faire quand c'est un petit peu compliqué, de passer d'une parcelle à 2 ou à 3 ou à 4. Et ça, c'est votre boulot aussi chez Ville Vivante, hein. Complètement. On fait ça soit avec les collectivités, donc il y a un certain nombre de collectivités qui ont compris que le lotissement c'était fini, et donc elles nous disent est-ce qu'on pourrait accélérer la production de nouvelles maisons dans les jardins des gens, par division, avec division, sans division. Et puis il y a des territoires où les collectivités résistent, où elles sont plus frileuses, on va dire, et on ouvre le service directement aux particuliers. Pour essayer aussi de convaincre derrière, effectivement, les collectivités. Juste, il nous reste que 2 minutes. Et comme on a parlé évidemment de la taille des jardins, de la division parcellaire, je voulais qu'on parle quand même d'un mot de la taille des maisons. On s'est entretenus tous les deux, Damien, il n'y a pas longtemps, sur la taille des maisons que vous commercialisez. Et vous me disiez qu'il y a de plus en plus de ménages qui veulent des petites maisons. Et quand je dis petites, c'est 48-49 mètres carrés. Alors, effectivement, ces dernières années, je parlais tout à l'heure d'inflation importante. Il y a eu l'inflation des coûts de construction très élevés, et puis il y a eu, pendant la même période, les taux qui ont monté, qui fait que les budgets ont baissé. Et donc, nous, constructeurs, on a fait quoi ? Et chez Mikit, on a fait quoi ? On a revisité, en fait, notre gamme de produits, et puis on s'est repenché sur des maisons qu'on commercialisait déjà par le passé, mais on en faisait moins, parce que tout simplement, les budgets étant plus étendus, on est tous pareils, hein, quand on peut se payer une. Et puis quand on pense à la maison, on ne pense pas à une maison de moins de 50 mètres carrés, clairement, quoi. Alors ça dépend qui. Ah ouais ? Ça dépend qui. Parce que déjà, une maison de 50 mètres carrés, quand vous êtes dans des régions où vous pouvez faire de la comble aménageable, ça peut être 50 mètres carrés tout de suite, et puis ça peut être ensuite 80, 85, ça dépend de la pente de toit, mètres carrés habitables, quand vous aménagez la partie du dessus, les combles aménageables. Et puis également, parfois, vous pouvez imaginer avoir une forme de logement quand vous démarrez dans la vie, quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas d'enfants, et puis vous dire, ma maison, j'en ferai un agrandissement plus tard, quand on aura des enfants, quand du coup il faudra évoluer. Et donc on a revisité en fait notre gamme de produits, tout simplement pour avoir une gamme plus percutante sur les petits budgets. Et puis on a été étonné de voir que la réponse en fait de la clientèle était là, et on s'est mis à en vendre 5, 10, 15, 20%. J'ai même des agences dans le réseau qui font même 30% de leur activité avec des petits modèles. Tout petit modèle, 49 mètres carrés, comme vous l'évoquiez. Mais c'est un premier pas dans l'accession. Ça permet de commencer à capitaliser pour préparer la suite, pour préparer sa retraite, de payer en fait son propre prêt plutôt que de payer le prêt de celui à qui on loue. Et tout simplement, Il a décidé de me faire pleurer, c'est pour ça. ça permet en fait de mettre un pied en fait dans cette démarche, et puis ensuite d'avoir un projet d'évolution, pourquoi pas, de son bien immobilier plus tard. Mais pour boucler la boucle, c'est cette maison-là qui finalement s'adapte aussi à la division parcellaire. C'est vrai que sur une division parcellaire, de toute façon, quand on a une petite parcelle, en général, on met une maison plus petite, ou en tout cas architecturée différemment. Donc en fait, vous pourriez travailler ensemble. C'est pas déjà le cas ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec nos équipes sur le terrain. On voit aussi quand même parfois des gens qui font des maisons de 200 mètres carrés sur un terrain de 200 mètres carrés. Et inversement, des gens qui veulent une toute petite maison et un grand jardin.
Franchement, ce qui compte, c'est le sur-mesure. Et je pense que la qualité première de la maison individuelle et de son terrain, si on le fait en division, c'est qu'on peut faire du sur-mesure, en fait. Vous avez un terrain de 1000, vous n'êtes pas obligé de faire 500 mètres carrés et 500 mètres carrés. Ouais, on peut Vous pouvez faire s'adapter. 200 mètres carrés parce que la personne, elle est âgée et qu'elle ne veut plus entretenir son jardin, et un terrain de 800, ou inversement. Le sur-mesure, c'est quand même la clé de la densification. Mais c'est la morale de tout ce qu'on se dit et tous les jours dans les experts de l'IMO, mais en particulier aujourd'hui, c'est faire preuve de nuance. C'est à la fois évidemment forcément de la densification en hauteur avec du collectif, mais c'est aussi de la densification douce pour correspondre aux rêves des Français, pour pouvoir faire de la division parcellaire, pour pouvoir s'adapter à nos situations individuelles. Bref, moi je trouvais ça chouette comme débat, mais malheureusement il est terminé. Merci Damien Errand, le patron de Meekit, et David Millet, cofondateur de Ville Vivante. Merci à tous les deux.